Bonjour et merci de votre fidélité à Objectif 2023 et à ce deuxième numéro du mois de mars dédié aux femmes. Objectif 2023 reçoit pour vous Madame Tina Salama en sa qualité de porte-parole adjointe du chef de l'État. Je ne serai pas seule sur ces plateaux, je serai en compagnie de Prisca Localé avec qui nous allons co-présenter ces numéros. Bonjour Madame Tina. Bonjour Cléopâtre. Alors la femme congolaise de 2021, à quoi ressemble-t-elle? Alors la femme congolaise 2021, c'est une femme qui a beaucoup évolué, hein. Si on regarde d'où elle est partie, hein, j'aime bien un petit retour en arrière. Je dis tout le temps, c'est vrai qu'on se plaît encore, c'est vrai que c'est pas encore ça, c'est pas le profil parfait, euh, c'est pas encore cette femme qui a tout ce dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs, hein, pour être mais vraiment partie intégrante de la société. Mais ça évolue quand même. Quand on regarde depuis les années de l'indépendance, en 1960, d'où il était parti dans des petites associations, comment il a évolué, à intégrer dans les partis politiques, à occuper quand même des places assez importantes dans ces partis politiques. Et après, à aller dans la conférence souveraine internationale où elle pouvait s'exprimer, parler. Après, on va vers 2006 où quand même on commence à parler de plus en plus de ces principes de parité qui est clairement dit, posé au finish. En 2015, je pense qu'on parle vraiment des 30%. Et donc, c'est une femme qui, c'est vrai qu'elle n'est pas encore accompagnée comme il se doit, mais c'est une femme qui est consciente de ses potentiels. C'est une femme qui évolue et c'est une femme qui a vraiment de l'avenir. Comment voyez-vous cette femme dans les 10 prochaines années? Je pense qu'on pourrait avoir une femme présidente de la République, mais vraiment. Moi, j'y crois. On aura des femmes qui vont occuper de plus en plus des postes importants, pas qu'au niveau du pays, au niveau continental, au niveau international. Et vous allez voir. Comment y parvenir ou vous passerez par quoi pour arriver? Bah, il faut beaucoup de choses, hein. C'est vraiment, il faudrait intervenir à plusieurs niveaux pour arriver à cela. Il y a l'éducation, il y a les mentalités, il y a l'accompagnement juridique, il y a la prise de conscience de cette femme-là. Et donc, c'est vraiment plusieurs paramètres à mettre ensemble pour pouvoir y arriver. Et je pense qu'il y a des dirigeants qui en sont conscients, surtout la femme elle-même en est consciente, mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Je l'ai dit tantôt, vous êtes porte-parole adjointe du chef de l'État, une toute première d'ailleurs en RDC. Comment appréhendez-vous cela? Bah, comme je l'ai dit tout le temps, c'est un défi, c'est un gros challenge d'être la première à occuper une fonction, hein, ce qui n'a jamais été occupé par une femme en l'occurrence. Donc pour moi, c'est une grosse responsabilité quand le chef de l'État me l'a confié. Donc non seulement il ne faut pas décevoir pardon, la personne qui vous fait confiance, le chef de l'État ici en l'occurrence, comme je dis, mais également toutes ces femmes qui se disent, bah, moi j'aimerais aussi être comme Tina Salama, je voudrais arriver à ce niveau-là ou aller plus loin que Tina Salama. Donc vous voyez, c'est toutes ces personnes qui vous regardent comme modèle qu'il ne faudrait pas décevoir, mais également il faudrait bien faire son travail pour tout simplement, pas seulement les femmes, pas simplement la personne qui vous a fait confiance, mais pour toutes ces personnes qui vous regardent. Parce qu'on est femme, vous savez, quand vous occupez une place importante, quelle que soit la fonction, les attentes sont doubles. On veut savoir vraiment si vous l'avez mérité. Et donc c'est tout ça, ça fait une grosse pression. Et souvent, comme je l'ai dit aux femmes, c'est bien d'avoir des ambitions, mais souvent on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur, mais quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés dans vos responsabilités en tant que porte-parole adjointe du chef de l'État? Bonjour Prisca. Et bah voilà, écoutez, c'est des défis comme je pense tout professionnel, hein, à ce niveau-là, vous pourrez rencontrer. Mais bon, c'est vrai que c'est encore un peu plus embêtant, un peu plus lourd quand on est femme, quand on est jeune, d'une grosse équipe. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, vous savez, souvent il faut pousser, il faut bousculer. En tant que femme, je ne dis pas qu'on est fragile, mais on n'est pas bagarreuse, hein. Et nous sommes dans un monde qui est très compétitif sur tous les plans. Donc, on vous pousse finalement à ça. Et c'est pas bien. Moi, je dis qu'en tant que femme, on ne devrait pas se dénaturer. On ne devrait pas devenir méchante. On ne devrait pas devenir, comment dire, inaccessible ou arrogante ou dure pour prouver qu'on a mérité cette place-là, pour prouver qu'on a de la personnalité, pour prouver qu'on est meilleur dans son domaine. Mais malheureusement, le monde actuel vous pousse à aller vraiment vers ces extrêmes-là. Pour moi, c'est ça vraiment que je considère comme défi. Il faut encore se battre. Il faut encore se battre pour faire entendre sa voix, que ce soit dans les réunions, quand on prend des décisions. Ce n'est pas évident. Et souvent, même les femmes, quand on se retrouve ensemble comme ça, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Tu peux voir que tu es facilement bien peut-être avec un homme qu'avec une autre femme qui occupe ce poste-là. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de défis encore. Les femmes et le système, l'environnement.
l'éducation. Certains hommes, machos, je dis certains, parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui ont compris et qui accompagnent la femme. Face à cette pression de la société, les hommes, les femmes, tout ça, mais comment est-ce que vous faites pour rester vous, pour ne pas changer finalement? Alors malheureusement, je l'ai dit tout le temps, je vois des femmes qui ne sont plus elles. Hein, je reprends vos propos. Elles veulent plus rester elles-mêmes. Elles se dénaturent, elles changent de nature parce qu'elles pensent que c'est avec ça qu'elles vont se faire respecter. Mais souvent aussi, on peut se dire, elles n'ont pas le choix. C'est ça qu'on dit que quand les femmes atteignent des postes importants, des postes à responsabilité, elles sont dures, à la Margaret Thatcher et tout ça, femme de fer. On veut nous pousser à ça. Mais moi, je dis non. Je n'irai pas dans ces clichés-là. Les droits, ce sont nos droits. Hein, on les mérite ou pas. Alors, si on les mérite, il n'y a pas besoin que Tina devienne méchante, arrogante, qu'elle ne parle plus aux gens, qu'elle soit dure quand elle parle. Tout le monde se dit oui, ouf, waouh, c'est là, c'est... Non, je reste moi, je garde ma personnalité, mais je me fais respecter. Ce n'est pas évident, mais vraiment, je pense qu'il y a moyen de le faire proprement et calmement en restant soi-même. C'est très important. Représentativité des femmes à des postes clés des institutions congolaises. Pourquoi est-il si difficile aujourd'hui en RDC d'avoir des femmes qui occupent vraiment de postes de prise de décision en RDC? Pourquoi? Alors, si vous parlez, je vous dirais que c'est un problème qui concerne le monde entier. Hein. C'est vrai qu'il y a quand même des pays où il y a des avancées très significatives, hein, où vraiment on n'en est plus là, où on est arrivé à 50-50. Il y a des pays où on a dépassé les 50-50, où vraiment la représentativité féminine a dépassé même les attentes. Il y a des pays où vous avez la femme qui a un rôle très important, je veux dire. En RDC, comme je l'ai dit au début, je pense quand même qu'on évolue. Je pense qu'on évolue. Alors, regardez, moi, je parle toujours, et je ne suis pas la seule de parler de ce gouvernement qui vient le gouvernement sortant, celui de Ilunkamba. C'était la première fois, souffrez qu'on puisse le répéter autant de fois que possible. C'était la première fois qu'on avait 17% des femmes qui avaient des postes importants. Donc, ce n'est pas que des ministres, on avait des VPM. On avait des VPM comme femmes, c'est une première. Des ministres d'État. Et pas que au gouvernement. Là où le président de la République pouvait le faire, dans son cabinet en l'occurrence, il a commencé chez lui dans sa propre maison. Il a donné aux femmes des postes très importants. On a une femme directrice de cabinet adjoint. Moi, je suis porte-parole adjointe. On a des femmes conseillères spéciales, mais vraiment avec comment dire, comment on appelle ça, dans des domaines très lourds, hein, comme la coopération, l'intégration régionale, par exemple. On a des femmes qui sont conseillères principales dans le juridique, en infrastructure, mines, développement durable. Donc, vous voyez, c'est pas qu'on confie seulement genre des petites matières là aux femmes. Eh ben non. Alors, ça veut dire qu'on a quand même évolué. Et n'oubliez pas qu'on avait une femme qui était présidente de l'Assemblée nationale. On est en train d'évoluer. Une femme qui était présidente de l'Assemblée nationale, mais qui ne l'est plus. Alors, si elle ne l'est plus, là, c'est autre chose. C'est comme aujourd'hui, dans le gouvernement Samalou Kondé, on entend dire qu'il y aura 30% des femmes. On salue cette avancée-là. C'est vrai que les gens ne sont jamais contents. Ils disent, bah oui, 30%, c'est peu, ailleurs, c'est 50%. Bah écoutez, il faut d'abord voir d'où l'on vient, hein, et où est-ce qu'on est en train d'aller. Moi, je salue en tout cas cette avancée-là. Et donc, je me dis, 30%, c'est pas mal. Alors, on vous nomme aujourd'hui ministre, hein, Madame Prisca. Vous ne faites pas bien votre travail. Vous ne faites pas ce qu'on vous demande de faire. Vous tombez, vous êtes interpellé par le gouvernement. Pardon, par l'Assemblée nationale. Il y a une motion peut-être contre vous. Vous tombez, c'est la faute à qui? Donc, c'est beaucoup de choses aussi. Il ne faut pas faire d'amalgame. Hein. Donc, si elle n'est plus là, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi elle n'est plus là? Qu'est-ce qui a fait qu'elle ne soit plus là? Mais est-il qu'elle était là? Est-il que c'est une première dans ce pays qu'on puisse avoir une femme qui occupait un poste aussi important dans une si grande institution de la République? Et comme j'ai dit, dans le gouvernement également. Et ça va continuer comme ça. Vous estimez à combien le taux de participation de femmes dans la présidence? En tout cas, je n'ai jamais fait ce sondage-là, mais je pense que c'est la première fois qu'on a autant des femmes, même les conseillers. Hein, on a des conseillères, hein, on a des femmes conseillères dans les collèges. Parce que vous savez, une conseillère principale, elle dirige un collège, contrairement, par exemple, à une conseillère spéciale qui a peut-être un cabinet avec ses collaborateurs. Mais là, c'est des collèges, des conseillers. Mais ces conseillères principales, ce sont des femmes qui dirigent donc tout un service avec autant de conseillers. Et donc, c'est une première. Je pense, je pourrais en citer la conseillère principale juridique, c'est une femme, développement durable, prévoyance sociale, emploi. Il y en a vraiment comme ça beaucoup au cabinet.
beaucoup. Et donc, je pense qu'il a vraiment tenu lui-même le chef de l'État. C'est un homme genré. Moi, j'aime bien le dire. Il y croit. Moi, quand je l'ai vu la première fois porter le foulard orange, Orange Day, pour Il faut chier, donc les hommes qui soutiennent la masculinité positive, il s'est prêté au jeu. Il y croit. Et vraiment, c'est à saluer. Et il a insisté dans ce gouvernement-là qu'on puisse donner beaucoup d'opportunités aux femmes. Et puis, vous savez qu'il a une double casquette maintenant, c'est qu'il est présent en exercice de l'Union africaine. Donc, pour cela aussi, l'égalité des sexes est très important au niveau de l'Union africaine. Les 30% donc pour le gouvernement Samalou Condé sont possibles. Je pense que ça va se faire parce que non seulement le chef de l'État le lui a dit clairement, hein, les femmes, les jeunes. Mais moi, je me souviens en tout cas quand le Premier ministre en sortait de l'audience avec le chef de l'État, c'était la première déclaration qu'il a faite à la presse. Il a dit, on va vraiment matérialiser cette vision-là du chef de l'État, d'avoir plus des femmes que le gouvernement précédent. Encore faudra-t-il que le parti politique présente des listes où il y a des femmes? C'est un autre problème. Donc, parmi les problèmes qu'on a posés ici, il y a celui-là. Donc, il y a des partis, d'abord, qui ne sont peut-être pas assez sensibilisés sur cette représentativité des femmes. Donc, il y a des partis qui n'ont pas assez soutenu leurs femmes. Il y a des partis qui n'ont pas des, excusez-moi, passez-moi l'expression, des beaux profils féminins. C'est tout un problème. C'est peut-être parce qu'on n'y croyait pas avant. Autre chose, les partis se dédouanent en disant, c'est pas de notre faute. Elles ne sont pas disponibles. Ces femmes, qu'on les invite, quand nous avons des matinées politiques, des soirées, des rencontres, des échanges, elles doivent rentrer à la maison. C'est des femmes, ce sont des épouses, ce sont des mères. Il y a tout ça. Donc, quand nous, on se rencontre pour prendre des décisions, elles ne sont pas là. Quand nous allons dans les campagnes, dans les médias, elles ne sont pas disponibles, ces femmes-là. Mais pourquoi, au nom de quoi, quand il faudrait proposer des profils, le gouvernement, on va les mettre au nom juste du quota féminin? Du coup, le 30%, voilà. Ça sera difficile à atteindre. Je pense qu'on est obligé à un moment de pousser. On est obligé de pousser. De quelle manière prendre des personnes comme ça sans réfléchir? Écoutez, parce qu'elle est femme. Moi, je ne suis d'un pas parti politique. Je ne suis pas dans les, je ne suis pas. Il faut poser ces questions-là aux secrétaires généraux des partis politiques, aux présidents des partis politiques. Mais je pense quand même que les femmes. Oui. Non, je pense que les femmes commencent à comprendre parce qu'on a des ambitions d'intégrer les partis politiques. Mais n'allez pas dans un parti politique juste pour faire joli. Allez dans un parti politique, faites tout ce qu'il faut faire dans un parti politique. Faites ce que les autres font. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est bien d'avoir les ambitions, mais c'est mieux de se donner les moyens de ces ambitions. Et c'est tout ça. Donc, c'est beaucoup de problèmes que les femmes rencontrent en même temps, mais il faut y aller vraiment. On se dit, oui, là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a comme problème? Ah bah, c'est ça. On n'est pas trop dans le parti politique. On y va. Mais on y va, on ne croise pas les bras. On se bat. Au même titre que les hommes. Et puis après, maintenant, quand il faut donner des chances, des opportunités, ah ben là, vous n'allez pas dire qu'on n'a pas des femmes Puisqu'on parle de femmes dans leur participation au prochain gouvernement, où en sommes-nous déjà dans les tractations en vue de la formation du gouvernement? C'est imminent. Union sacrée. C'est imminent. Je pense que d'ici là, vous aurez des bonnes nouvelles. Comme on dit, la fumée blanche ou noire. Blanche. La fumée blanche va sortir. Et vous allez voir quand même des beaux profils féminins. Pourtant, aujourd'hui, c'est les 15 déjà. Début de la session. C'est imminent. Mais je crois qu'il y a eu de petits retards avec peut-être certains regroupements politiques et tout ça, peut-être des profils aussi des candidats. Parce que vous savez que ce gouvernement, c'est vrai que tous les gouvernements, à chaque fois qu'il y a une sortie d'un gouvernement, il y a beaucoup d'attentes. Mais je pense qu'avec celui-ci, il y a vraiment des attentes. J'ai jamais vu autant de, comment dire, j'ai vu des gens, excusez-moi, rencontrer les premiers ministres, lui dire, voilà quel profil on voudrait. Les gens sont allés voir les chefs de l'État pour lui dire, il faudrait cette fois-ci des personnes, mais clean, il faut revoir vos critères. On ne veut pas des gens qui ont été impliqués ou qui ont été cités dans des antivaleurs. Ah oui, on veut vraiment des profils qui puissent non seulement des profils bien, sans vouloir rentrer dans le détail, mais aussi des gens qui vont travailler, des gens qui sont là, mais vraiment qui comprennent que la tâche est immense et que la population attend. On n'a plus le temps de tergiverser, de perdre du temps, des petites querelles politiques. C'est vraiment le temps de mettre la machine en marche et d'avancer. La population peut attendre 1 semaine, 2 semaines? Peut-être jusqu'à la fin du mois. Écoutez, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais je vous dis que c'est imminent. Donc le gouvernement est en train de sortir d'ici là. Alors après la mise en place du gouvernement, qu'est-ce qui garantit qu'il y aura une suite favorable au sein de l'Union sacrée?
Bah, on l'espère tous, hein. On l'espère tous. C'est pour cela qu'on est arrivé à ce scénario-là. C'est parce qu'au départ, on se disait, il y a des blocages, ça n'avançait pas, ça ne prenait pas. La machine ne prenait pas, elle était tellement lourde, il y avait tellement de pesanteur. C'était politique. Alors, on va à l'Union sacrée, une nouvelle façon de gouverner, une nouvelle dynamique de gouvernance. Donc, ceux qui ont adhéré, je pense que c'est en âme et conscience. Ils sont conscients que les choses changent. Donc, je pense que ça va être très, très rigoureux et que on devrait y croire. Donnons la chance à ce nouveau gouvernement. C'est vrai qu'on ne construit pas un immeuble en 2, 3 jours, on ne dort pas. C'est ça qui est quand même aussi embêtant, c'est que les gens veulent des changements tout de suite. Vous voulez construire un grand immeuble, je ne sais pas combien d'étages, vous commencez par la fondation, vous voyez? Et la fondation, elle peut même prendre beaucoup de temps. Il faut creuser, il faut mettre des matériaux solides. C'est ça. Et puis après, ça commence à pousser. C'est pas que vous dormez, vous rêvez demain, pouf, c'est la gratuité de l'enseignement, pouf, c'est Inga qui est le problème d'électricité qui est résolu. C'est vraiment le changement, il vient à petits pas, mais c'est vrai que la population souffre énormément et on n'a plus vraiment le temps de prendre notre temps. L'Union sacrée qui n'est ni plateforme politique, ni parti politique, mais quel avenir pour l'Union sacrée après la sortie du gouvernement, par exemple, par rapport aux gestions des ambitions? Bah, l'Union sacrée, comme je l'ai dit, c'est vraiment la nouvelle dynamique de gouvernance. L'Union sacrée, c'est des gens qui adhèrent à une vision, celle du chef d'État, qui veulent construire et reconstruire ce pays. Des patriotes, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas des politiques. On ne veut plus en tout cas des gens qui sont là pour leurs intérêts. On ne veut plus des gens qui sont là pour leur parti politique uniquement. On veut des gens qui soient là pour la nation. On veut des gens qui veulent voir ce pays enfin décoller. C'est ça tout simplement l'Union sacrée. Donc si on a cette vision-là, eh ben, on a compris. Il y a aujourd'hui des interrogations autour de l'organisation des élections en 2023. La Synco, tout comme les CLC, s'invitent dans les débats. Quelle est la position du chef de l'État? Je pense qu'il est quand même étonné. Il ne comprend pas, nous non plus. On ne sait pas d'où vient ce débat-là. On ne sait pas d'où vient ce problème-là. On ne sait pas pourquoi il y a cette inquiétude-là. On a entendu Martin Fayulu en parler, la Synco, et puis Le CLC. le CLC, mais vraiment, il a rassuré, je pense, le chef de l'État. C'est pas, on est encore en 2021. C'est vrai qu'on a eu une année très difficile en 2020 avec la pandémie de Covid. C'est pas que nous, c'est le monde entier. Mais je ne sais pas pourquoi. Ailleurs, il y a eu des élections d'ailleurs. Non, mais pourquoi on s'inquiéterait de la non-tenue des élections? Je ne sais vraiment pas d'où ça vient. Et je voudrais encore une fois ici rassurer, il y aura bel et bien des élections en 2023. Le chef de l'État n'est vraiment pas dans cette logique-là. Il n'y pense même pas de ne pas organiser les élections. Donc que tout le monde puisse puisse être apaisé. On ira bien aux élections. Le Congolais peut croire, selon vous, qu'il y aura élection en 2023? Absolument. Absolument. Et je ne vois vraiment pas pourquoi on arrive à parler de ça en ce moment. Je ne sais pas d'où ça vient, qui sont derrière ça pour titiller, pour montrer aux gens que non, il y a peut-être une volonté de ne pas organiser les élections. Je me dis que c'est peut-être une petite guerre politicienne, hein, mais il faudrait arrêter. Je pense que pour le moment, il y a plus urgent. On doit reconstruire ce pays-là. On vient de mettre en place l'Union sacrée. Il y a un gouvernement qui va être investi d'ici là et les élections seront organisées en temps, À ce stade, dans le délai prévu par la Constitution. à ce stade, est-il possible de penser au recensement général de la population avant 2023? Ne m'emmenez pas sur ce terrain-là. Donc, ce n'est pas encore discuté, ce n'est pas encore clairement établi ou défini. Donc, on y reviendra si jamais c'est d'actualité. Et la révision du fichier électoral, ça aussi, vous n'en parlez pas? Je n'en parle pas. Je pense que on est en train d'essayer de faire des réformes. Alors, voyons voir où ça nous emmène. Voyons voir comment les sujets évoluent. Mais je pense que c'est Mais dans ces réformes, d'actualité. en termes de participation de femmes, vous voudrez quand même qu'il y ait de femmes au sein de la Commission électorale nationale Absolument. indépendante? Pas seulement des femmes au sein de la commission, mais je pense qu'il faudrait peut-être profiter dans cette loi qui a été de dire, par exemple, aux partis politiques, vous avez parlé tout à l'heure des partis politiques, de leur exiger un quota, une représentativité des femmes. C'est vraiment l'occasion de parler de toutes ces questions-là. Donc c'est vrai, c'est bien d'avoir des femmes au sein de certaines institutions, d'appui à la démocratie ou autres, dans des entreprises, des femmes dans des conseils d'administration, mais c'est très bien aussi d'exiger vraiment une représentativité des femmes. La session de mars s'est ouverte.
il y a plusieurs attentes du point de vue réforme, notamment des réformes électorales. Mais vous, en tant que femme, quelles sont vos attentes? Moi, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je viens de dire, vraiment qu'on puisse d'abord mettre en application cette loi de 30%, que ce soit vraiment, que ce ne soit plus un débat, qu'on ne soit plus en train de se battre là-dessus, qu'on ne soit plus en train de vouloir vulgariser là-dessus, mais qu'on puisse voir même comment on peut aller au-delà de ça. Et c'est vulgarisé, c'est pas seulement la loi qui va être mise en application, mais c'est également vulgarisé parce que vous savez que beaucoup de femmes ne sont même pas au courant qu'elles ont des droits et que peut-être c'est à autant de... En termes de pourcentage, c'est à 30% et tout ça. Donc, c'est tout ça. Moi, c'est voir plus des femmes, mais comme beaucoup le disent également, c'est des femmes aussi de qualité. Des femmes patriotes. Autant on l'exige chez les hommes, autant on devrait l'exiger chez les femmes. On voudrait des beaux profils au sens du terme. Des femmes qui se battent pour la nation, pour reconstruire ces pays. Parce qu'on me dit que la femme, quand elle tient, c'est elle qui gère le ménage, c'est elle qui tient la famille, c'est elle qui, donc si on lui donnait ces responsabilités-là, des prises de décision, on espère que ce serait pour le bien, pour le bien-être de la population. Donc on veut des femmes vraiment avec des compétences et des femmes engagées pour que les choses puissent changer. Concernant les réformes à la CENI, il y a aujourd'hui la MOCA, par exemple, parmi les structures justement qui parlent des réformes. Il y a la MOCA qui parle de 23 membres et aussi d'une présidence rotative à 3 mois entre les confessions religieuses. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Bah, écoutez, je n'ai pas allé en détail des propositions de la MOCA. C'est une proposition, comme il y en aura beaucoup d'autres. Je pense que beaucoup de regroupements politiques sont en train de voir comment cela devrait se passer. Donc celle-là, elle est venue de la MOCA. Bah, écoutez, on va voir ce que les autres diront et puis on mettra tout sur la table, voir quelle est la meilleure proposition qui puisse profiter encore une fois à cette égalité des chances ou à réduire les inégalités. Et si c'est pour cela, bah, tant mieux, pourquoi pas. C'est des Congolais, c'est des citoyens congolais. Ils ont le droit de faire des propositions. Et Martin Fayulu, je pense qu'il est député, il est honorable député, donc il pourrait emmener ça peut-être un peu plus loin aussi. Donc c'est un citoyen, tout citoyen a le droit de faire des propositions qui puissent aider à l'avancement de ce pays et de réduire les inégalités. Et pour Chité, pouvez-vous nous parler, de Tina Salama? Quel est son parcours? Alors c'est très long quand même. En très peu de mots. Alors en très peu de mots, bon, vous m'avez invité ici comme porte-parole du président de la République. Donc c'est ma fonction actuelle. Alors avant ça, j'ai été à la MONUSCO, donc j'ai travaillé aux Nations Unies toute ma carrière, on va dire. J'ai passé pratiquement 17 ans aux Nations Unies, à la Radio Kapi notamment, où j'ai gravi les échelons de reporter dans les zones de conflit à l'est du pays, à Kinshasa, où j'ai présenté le journal en Swahili, j'ai produit des magazines culturels, j'ai conçu, à l'époque, en tout cas je m'en souviens, ça j'en suis très fière, un magazine sur les femmes, ce qui n'existait pas. Je me suis dit, il faut qu'on donne la parole aux femmes, c'était en 2004, ça s'appelait Okapi Présent, Okapi Mama par la suite, ça a évolué. Et donc, après, je suis devenue productrice d'émissions et en quittant Radio Kapi, j'ai eu quand même la chance d'être directrice adjointe des programmes. Donc, j'avais des équipes que je dirigeais, des magazines politiques, des magazines féminins, des magazines culturels et tout ça. Alors, j'ai également été, comment dire, j'étais la MC des journées officielles des Nations Unies, donc c'est moi qui présentais souvent. J'avais été nommée en 2015 par l'ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Martin Kobler, comme l'ambassadrice de la jeunesse congolaise auprès des Nations Unies. Alors, j'ai quand même visité beaucoup de médias d'ici et d'ailleurs. J'ai été en Afrique du Sud, SABC, Vatican Radio, RFI en France, pour voir comment ça se passait, pour essayer de comparer un tout petit peu avec ce que nous on faisait ici. Donc, je suis également impliquée dans les œuvres caritatives, dans les orphelinats et tout ça, tout ce qui est promotion de l'égalité du sexe. Et donc, tout récemment, j'ai écrit un livre sur ma vie pendant la guerre, dans mon expérience de vie pendant la guerre à l'est du pays. Alors, côté études, il y a beaucoup de choses que je pourrais ajouter là, mais on n'a pas le temps. Alors, côté études, j'ai un bac+5
donc une licence en journalisme politique étrangère à l'IFASIC. Bon, moi, j'aime l'appeler l'école du journalisme, j'aime bien ça, parce qu'il n'y en a pas de. Quand on dit école de journalisme, on ne se trompe pas, hein, c'est l'IFASIC. Donc, j'ai un bac+5, une licence, et j'ai fini un master 2 international à l'école du journalisme de Lille, en France, en management des médias. Alors, en ce moment, je suis étudiante ou auditrice au CHEST, au Collège des hautes études de stratégie et de défense, ici au Congo. Et voilà, j'ai eu quand même pas mal de formations également quand je travaillais aux Nations Unies. Partant de votre carrière, si vous étiez permis de conseiller les jeunes filles pour peut-être qui voudront un jour devenir comme vous, que diriez-vous? Moi, je leur dis, il faut être déterminé, il faut savoir ce que l'on veut, mais ça ne suffit pas. Il faut se donner les moyens de ses ambitions. Donc, comme on dit souvent, les femmes sont privilégiées, bah, c'est faux. On pourrait vous privilégier aujourd'hui, on vous nomme Cléopâtre comme directrice des programmes ici, par exemple l'actualité.cd. Si vous n'avez pas les compétences qui viennent avec, si vous ne savez pas gérer, ça va tout de suite vous rattraper. Donc, faites bien les choses, travaillez, soyez concentrés. C'est bien la jeunesse, hein, comme le dit la Bible, hein, profitez de votre jeunesse, de votre temps, ça passe très vite. Mais c'est cet équilibre-là qu'on a besoin en tant que jeune, en tant que femme. Donc, autant les jeunes ont besoin d'être belles, de sortir, de s'habiller, d'aller peut-être en boîte, voilà. Mais autant, il faut être concentré. Souvent, on est trop dans les futilités. On est dans des choses qui ne nous rapportent rien. On veut la visibilité, on veut les posts importants tout de suite, mais il faut un background. Il faut une histoire à raconter. D'où est-ce que vous êtes parti? Où est-ce que vous êtes en ce moment? Qu'est-ce que vous avez fait? Et aujourd'hui, si on veut choisir des femmes, en quoi est-ce que Cléopâtre pourrait intéresser? Parce qu'à un moment, on ne regarde plus les beaux yeux de Cléopâtre. Hein. On regarde qu'est-ce qu'elle apporte. Et même si Cléopâtre a des diplômes importants, est-ce qu'elle a pu prouver qu'elle était capable de... Il y a tout ça. Donc les défis sont tellement énormes, c'est bien de réclamer la parité, mais ce n'est pas évident, ça ne suffit pas. On vous donnerait ces fonctions-là, et est-ce que vous serez en mesure de bien faire votre travail? Parce qu'on nous attend toujours au tournant pour nous dire, voilà, elles ne valent pas grand-chose. Donc moi je dis toujours aux femmes, ça commence très 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 tôt. Maintenant que vous êtes encore jeune, étudiez. Arrêtez les raccourcis là, les élèves poussés comme on dit. On n'a pas fini les études, tout de suite on veut commencer, on est un diplômé, on veut aller déjà travailler dans un média parce qu'on parle bien. Eh bien non, à un moment ça va vous rattraper, on voudra que vous ayez des diplômes. Ou si vous avez des diplômes, travaillez, pratiquez, soyez concentrés, soyez déterminés. Et les portes vont s'ouvrir. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin d'Objectif 2023. Un petit mot pour clôturer? Je pense qu'aujourd'hui, si on peut parler de la femme, je pense que la femme, et c'est même ça qu'on appelle leadership, c'est que il y a cette mixité qui est en train de... Hein, c'est assez nouveau. On voit des profils féminins qui inspirent, on voit des femmes qui lead, on voit des femmes qui font tout ce qui ont brisé le plafond de glace ou de verre, comme on disait. Donc, autant au départ, c'était des dominations masculines, soit dans les entreprises, en politique, dans tous les domaines. Aujourd'hui, les femmes commencent à montrer que non, il y a un leadership féminin qui est en train de se frayer un chemin, qui est en train de venir, mais vraiment avec beaucoup de fracas, avec beaucoup de force. Donc, c'est très bien. Ça veut dire qu'on ne devrait plus pouvoir dire est-ce qu'elles sont capables. Elles sont capables. Mais maintenant, il faut qu'il y ait tout le système pour accompagner cela. Et il faut quand même aussi sensibiliser encore la femme, parce que moi, je me rappelle, on a été dans des coins pour sensibiliser sur l'égalité des sexes, et les femmes vous disaient, ça ne nous concerne pas. Vous voulez, nous sommes chrétiens, nous croyons aux valeurs traditionnelles. Donc, il faut vraiment que ce soit fait à plusieurs niveaux pour qu'on puisse gagner ce combat-là. C'était un grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau. On espère vous retrouver très rapidement. Bah, merci beaucoup Prisca, merci Cléopâtre, c'est toujours un plaisir de venir chez vous. À bientôt. Ainsi s'achève ce numéro d'Objectif 2023. On se retrouve prochainement avec une nouvelle invitée. Au revoir.